Bonsoir à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés ce soir. Une amitié est célébrée en grande pompe, son 16e anniversaire de la République populaire de Chine, célébré donc hier soir. Et clôture de formation dédiée aux artisanes spécialisées dans la vannerie, une cérémonie organisée par l'Otpic. Et aux Philippines, le bilan du séisme s'élève à 72 morts. Les recherches pour les survivants se poursuivent. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. À l'hôtel international d'Escale, la soirée du 30 septembre a pris des allures de grands rendez-vous diplomatiques drapés de rouge et d'or, les salles scintillaient aux couleurs de la Chine, tandis que l'hymne national chinois solennel ouvrait la cérémonie. Chaque détail des lanternes élégantes suspendues aux compositions florales soigneusement disposées rappelait l'esprit de fête et la profondeur symbolique de cette célébration. La réception marquant le 76e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine n'était pas seulement un événement protocolaire, c'était une vitrine de diplomatie culturelle et de convivialité. Les invités, parmi lesquels les plus hautes autorités djiboutiennes et les représentants du corps diplomatique, évoluaient dans une atmosphère à la fois chaleureuse et solennelle, rythmée par des échanges cordiaux et des gestes de fraternité. La soirée donc a été ponctuée par des moments artistiques forts. De jeunes lycéens de l'Institut Confucius ont offert un spectacle de danse et de chant, symbole vivant de l'amitié culturelle sino-djiboutienne. Leurs prestations, saluées par les applaudissements nourris, traduisaient en gestes et en musique ce que le discours exprimait en paroles. Écoutons à présent l'ambassadeur de Chine à Djibouti. Ces années de notre République populaire sont un parcours extraordinaire de transformations profondes. Le peuple chinois, sous la direction du Parti communiste, a traversé des efforts ensemble, a réalisé le double aboutissement, c'est-à-dire un développement économique rapide et une stabilité sociale durable. Maintenant, la Chine marche dans une voie de modernisation à la chinoise vers son grand renouveau. En poursuivant des développements de soi-même, la Chine reste toujours engagée pour la paix et la prospérité du monde. Face au défi global, le président Xi Jinping a récemment proposé l'initiative pour la gouvernance mondiale, promouvant la valeur fondamentale pour la coopération internationale véritable et effective, tel que le respect de l'égalité souveraine, du droit international, du multilatéralisme, de l'approche centrée sur le peuple et de l'orientation des mesures concrètes. Ce sont aussi les valeurs partagées par la Chine et Djibouti. Nous pouvons facilement trouver des idées communes dans la déclaration élégamment exprimée par son Excellence Monsieur le Président Ismaïl Omekel dans le 80e débat général de l'ONU il y a 8 semaines. Je cite: il nous faut réinventer un multilatéralisme inclusif, travailler à l'émergence d'un monde plus solidaire où les intérêts et les préoccupations de chaque État, grand ou petit, soient en compte.
Il nous faut ensemble défendre et promouvoir les droits internationaux comme étant les socles indépassables de nos actions. Fin de citation. La Chine entend travailler avec Djibouti et tous les autres pays et organisations qui partagent ces valeurs communes pour les promouvoir, défendre, mettre en pratique et injecter une nouvelle dynamique dans la construction conjointe d'un avenir meilleur partage. Et à présent, écoutons le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, qui est intervenu à la tribune de cet événement au nom du gouvernement de la République de Djibouti. On l'écoute. En ce jour de célébration nationale, nous exprimons nos plus vives félicitations au gouvernement et au peuple frère de Chine, ainsi que nos vœux de paix, de prospérité et de réussite. Les relations entre la République de Djibouti et la République populaire de Chine reposent sur une amitié sincère, un respect mutuel et une coopération fructueuse. Notre partenariat, vous l'avez dit, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, est un partenariat stratégique global. Ces liens qui ne cessent de se renforcer témoignent de la profondeur de notre partenariat et reflètent la vision de nos deux présidents, le président djiboutien, son Excellence Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, et le président chinois, son Excellence Xi Jinping. Ensemble, nous avons accompli des projets ambitieux dans les domaines de la santé, des infrastructures, de l'énergie, de l'éducation et bien d'autres encore. Ces réalisations concrètes contribuent non seulement au développement durable de notre pays, mais aussi au renforcement de l'amitié entre nos deux peuples. La Chine, par sa vision et son engagement continu, inspire et soutient de notre pays dans leur quête de progrès et de modernité. Djibouti, fidèle à son amitié avec la Chine, se réjouit de poursuivre et d'élargir cette coopération exemplaire pour un avenir partagé, marqué par la prospérité et la stabilité. Excellence, en ce journée de fête nationale, nous réaffirmons l'attachement de Djibouti à l'approfondissement de nos relations bilatérales et à la consolidation des valeurs communes de solidarité et de coopération, mais aussi de paix. La ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Amina Abdi Aden, et le directeur adjoint de l'ambassade de Qatar à Djibouti ont coparrainé la signature d'un mémorandum d'entente de partenariat entre le ministère de l'Habitat et bien sûr l'organisation, l'ONG International Qatar Charité à Djibouti. La signature de ce mémorandum d'entente marque le début d'un partenariat stratégique entre le ministère de la Ville et le bureau de Qatar Charité à Djibouti en faveur du développement urbain et la construction de logements sociaux dans la zone de Demerjoug. Consciente de l'urgence sociale et des besoins croissants en infrastructures dans cette zone, Qatar Charity s'est engagé à appuyer le gouvernement à travers la mise en œuvre d'un projet comprenant notamment la construction de 80 logements sociaux pour les familles à faible revenu, l'extension de 3 salles de classe pour l'école existante pour accueillir davantage d'élèves, ainsi que la construction d'une mosquée et d'une école coranique afin d'améliorer de manière durable les conditions de vie des habitants à Demerjoug. Écoutons la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat pour plus de précisions. Je me réjouis aujourd'hui de parrainer cette cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente et de partenariat entre le ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat et International Qatar Charity.
Ce partenariat, fruit d'un travail d'échange, sera effectif avec la signature de ce mémorandum d'entente. En effet, cette première opération pilote de construction d'un lot de 80 logements sociaux et de certains équipements sociaux dans la localité de Demerdiog constitue la base d'un partenariat effectif avec Khadr Charity. Ce lot de logements et de ces équipements sociaux pour la localité viendra dans la continuité des 82 logements sociaux déjà réalisés par le gouvernement djiboutien en 2024 pour reloger les familles qui habitent dans des habitations précaires et qui ont été déplacées. Nous sommes particulièrement heureux d'accompagner aujourd'hui l'ONG Khadr Charity dans la mise en œuvre de ce projet et je tiens à adresser mes vifs remerciements à tous celles et ceux qui ont travaillé dans la préparation et la mise en place de ce projet. Toujours dans l'actualité, l'Office djiboutien de la propriété intellectuelle et commerciale, l'OTPIC, a organisé une cérémonie de clôture de la formation en propriété intellectuelle dédiée aux artisanes spécialisées dans la vannerie. L'événement s'est tenu au Sheraton Hotel en présence du ministre du Commerce et du Tourisme et du directeur de l'OTPIC. Cette formation initiée par l'OTPIC avait pour objectif de fournir aux participantes les outils juridiques et commerciaux nécessaires pour transformer leur savoir-faire ancestral en actifs économiques durables, protégés et valorisés par le droit de la propriété intellectuelle. Durant 3 jours, les artisanes venues des 5 régions de l'intérieur du pays ont bénéficié de cette formation conçue spécialement pour elles. Objectif, leur fournir les outils juridiques et commerciaux. Et les participantes ont été formées sur des thèmes clés de la propriété intellectuelle tels que les droits d'auteur, les marques, ainsi que sur des méthodes de valorisation commerciale de leurs produits artisanaux. Et je vous propose à présent de suivre l'intervention du ministre du Commerce et du Tourisme. Je suis heureux de clôturer ces 2 informations consacrées à 2 leviers décisifs de la propriété intellectuelle qui sont la création de marques collectives et la protection des dessins et modèles. Cette activité s'inscrit dans la première phase du projet de l'AMBI en collaboration avec l'ODEBIC qui vise à doter nos créatrices des outils juridiques et commerciaux nécessaires pour transformer un savoir-faire ancestral en actif économique protégé et valorisé. Ce que vous avez acquis ces jours-ci, méthode de choix et de gestion d'une marque collective, élaboration d'un règlement d'usage, critères de qualité, dossiers de dépôt, stratégie de surveillance, ainsi que des procédures d'enregistrement des marques collectives et dessins et modèles, constituent un socle opérationnel. Il vous permettra dès à présent de sécuriser vos créations, d'élever le niveau de gamme et de structurer l'œuvre des artisanes vannières de Djibouti. Ce projet s'aligne pleinement sur la vision 2035 de Djibouti en agissant à plusieurs niveaux complémentaires. D'abord sur la diversification et la compétitivité en transformant la vannerie et les métiers d'art en filières organisées, dotées d'activités immatérielles protégées, marques, collectives, dessins et modèles, qui créent de la valeur, attirent des partenaires et ouvrent de nouveaux débouchés. Le ministère du Commerce et du Tourisme avec l'ODEBIC et nos partenaires restera
à vos côtés pour sécuriser vos droits et connecter vos produits au marché. Notre objectif est simple, que chaque création protégée devienne une source de revenus durable, un vecteur d'identité et un ambassadeur de l'excellence djiboutienne. Il y a quelques jours, la République de Djibouti se félicitait de la sentence arbitrale rendue le 29 septembre dernier par la London Court of International Arbitration. De ce fait, l'inspecteur général de la République nous a livré une interview exclusive sur les tenants et aboutissants de cette affaire. Voici ce qu'il en est. Depuis 2018, la société Deep World essayait par tous les moyens possibles de s'en prendre à la souveraineté djiboutienne. Aujourd'hui, le tribunal international d'arbitrage de London a bien rendu son verdict, un verdict bien sûr favorable pour la République de Djibouti. Alors, en quoi consiste cette décision et pourquoi est-elle différente des autres décisions prises auparavant? Comme nous le savons tous, la République de Djibouti a résilié la concession du Doral et Terminal Container DCT parce qu'elle était contraire aux intérêts supérieurs de la nation en 2018, en février 2018. L'État a créé à cette époque une nouvelle société dénommée Société de gestion du terminal à containers, SGTD, détenue à 100% par l'État, pour assurer la gestion de cette infrastructure portière vitale pour notre pays. La société dont la concession était résiliée était détenue par deux actionnaires. Les ports de Djibouti qui détenaient 66,66% de la société et DP World qui détenait 33,33% du capital. Après la résiliation de la concession, la nouvelle société SGTD opère le terminal à conteneurs comme un opérateur normal, sans remettre en cause la souveraineté et les intérêts supérieurs de la nation. L'État a entamé par la suite des négociations avec les anciens actionnaires de DCT, les ports de Djibouti et DP World. Le port de Djibouti a accepté de négocier avec l'État et il a été indemnisé équitablement en 2019 par l'État qui lui a offert 66,66% du capital de SGTD, en échange du capital que PDSA détenait dans l'ancienne société qui détenait la concession du terminal à conteneurs. DP World, pour sa part, a refusé de négocier avec l'État et elle a décidé d'engager une véritable guérilla judiciaire et médiatique contre la République de Djibouti. Elle a attendu des arbitrages et des procédures judiciaires contre l'État et contre PDSA, les ports de Djibouti, et d'autres sociétés privées même, intervenant dans le secteur des infrastructures nationales à Londres, aux États-Unis et à Hong Kong. Elle a d'abord intenté des arbitrages contre l'État à Londres devant la London Court of International Arbitration. L'État n'a pas participé à ces arbitrages, car un arbitre se base sur les clauses du contrat pour départager les deux partenaires en conflit. Comme les clauses de ce contrat étaient contraires à la souveraineté de notre pays, la République de Djibouti n'a pas participé à ces arbitrages. Ainsi, DP World a gagné ces deux arbitrages en produisant des fausses informations. Puisque la République de Djibouti n'est pas là, c'est la seule partie qui est là qui gagne. Et c'est tout à fait normal. Parce que c'était une décision stratégique qu'on avait bien décidé au début de ne pas participer. Après, elle a eu 2 condamnations contre la République de Djibouti. Elle a essayé de faire exécuter ces 2 décisions aux États-Unis et une a été rejetée par la Cour d'appel du district de Columbia des États-Unis en juillet 2024. Car les avocats non autorisés essayaient de poursuivre la République de Djibouti. La Cour d'appel américaine a rejeté l'exécution donc d'une décision de 474 millions de dollars le 30 juillet 2024. Donc, cette première décision d'arbitrage condamnant la République de Djibouti est de fait nulle et non applicable. Non applicable. Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent récupérer. Donc, ils ont juste une décision, mais qui va les servir à rien du tout. Il y a une deuxième décision qui condamne aussi la République de Djibouti, lui demandant de
de payer un montant d'environ 202 millions de dollars. Mais il faut savoir qu'il n'y a aucune chance que DP World puisse le recouvrer, car elle ne peut rien obtenir d'un État souverain qui ne dispose d'aucun actif commercial à l'étranger. Donc, les actifs souverains d'un État sont insaisissables. Comme DP World n'a rien obtenu, elle ne va rien obtenir de l'État par force. Elle a décidé d'attaquer PDSA, qui est, elle, une société. Ce n'est pas un État souverain. Le port de Djibouti, c'est une société de droit privé, bien que l'État est actionnaire majoritaire. Donc, elle a essayé d'attaquer le port de Djibouti en demandant d'indemniser les dommages financiers et les pertes d'image qu'elle dit qu'elle a subies par la résiliation de la concession. Elle a calculé un montant de l'ordre de 1 milliard qu'elle réclamait au port de Djibouti et qu'elle a réclamé auprès de la Cour d'arbitrage à Londres, toujours. Mais dans cette procédure, le port de Djibouti a participé. Il a décidé de se battre parce qu'il n'a pas les mêmes pouvoirs qu'un État souverain, lui, puisque c'est une société. Elle a décidé de participer à cette procédure et elle a décidé de se battre. Ainsi, c'est comme ça que la London Court d'arbitrage a rendu sa décision le 29 septembre 2025 en rejetant les réclamations de DP World comme infondées et injustifiées. Elle a jugé que la décision de résiliation de la concession est une décision souveraine de la République de Djibouti et que le port de Djibouti n'a rien à voir avec cela. Et réécoutons encore une fois l'inspecteur général d'État de Djibouti qui nous a fourni un peu plus de précisions concernant la sentence rendue par cette cour londonienne. Quoi se revers aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé la donne? En fait, on peut tout essayer, mais la justice et la vérité sortent tôt ou tard. Donc, il faut savoir que ces procédures durent longtemps, mais on a su défendre les dossiers et le port de Djibouti a su défendre son dossier. Il a dit que tout ce que l'État, toutes les décisions de l'État avaient prises étaient justifiées. C'était pour la déférence des intérêts du pays et que le port de Djibouti n'avait rien à voir avec cette décision. C'est pour ça que le tribunal a jugé que les demandes de DP World étaient injustifiées et infondées. Aujourd'hui, Djibouti a obtenu gain de cause. Oui. Est-il possible, dans cette affaire-là, de prendre recours? Non. Ça, c'est une procédure d'arbitrage. Dans la procédure d'arbitrage, c'est définitif, la décision. La décision est définitive. Ce n'est pas comme au niveau du tribunal habituel de droit commun où il y a une première juridiction, après une cour d'appel, après une cour... Non. Là, la décision est définitive. La décision est définitive. Oui. Il n'y a pas de recours. Il n'y a pas de recours. Depuis le début, DP World pensait qu'après le départ, le port allait s'arrêter. Oui. Et ça allait être le chaos. Dans l'actualité toujours, la conférence sur la facilitation logistique pour l'intégration régionale Djibouti-Éthiopie lancée au Haïla Grand Hôtel en présence du ministre du Commerce et du Tourisme a pris fin après 2 jours d'échanges riches et constructifs. Les assises ont permis de dégager une vision commune autour de la simplification des procédures douanières, du renforcement des infrastructures et de l'optimisation des opérations logistiques entre les 2 pays. Les différents acteurs institutionnels, économiques et logistiques se sont engagés à poursuivre le dialogue et à mettre en œuvre les recommandations issues des travaux afin de transformer le secteur logistique en un véritable moteur de croissance et d'intégration régionale. Et cette conférence marque une étape importante dans le partenariat stratégique entre Djibouti et l'Éthiopie, confirmant la volonté partagée de bâtir un espace économique intégré, plus compétitif et bénéfique pour les populations des 2 pays. Donc moi je pense que cette conférence, elle facilite l'ouverture et l'intégration entre nos 2 nations. Et je pense aussi que cette prise de contact est
nous lie un pont entre Djibouti et l'Éthiopie. Donc, nous allons reprendre les communications. Les deux chambres de commerce parlent. Ils vont signer un Memorandum of Understanding pour initier et continuer cette plateforme. Éventuellement, aujourd'hui, comme on a repris la conférence, nous continuons dans cette voie de communication qui va intégrer nos deux marchés, ouvrir et booster également nos deux économies. La délégation éthiopienne a eu droit à une visite sur le terrain, le port d'IMP et également le chemin de fer et SGTD. Donc ils ont apprécié cette visite et ils nous ont donné leur point de vue et voilà. C'est un bon résultat et on est sur la bonne voie. Donc aujourd'hui, je suis content d'assister à cette conférence. Autre nouvelle du pays, le projet DRESS-EA en collaboration avec l'Agence nationale de la météorologie a organisé un atelier consacré aux perspectives climatiques pour la saison octobre, novembre et décembre. L'événement s'est tenu dans l'ancien local du ministère de l'Agriculture et a réuni un large éventail de participants, experts, chercheurs, décideurs publics, représentants des secteurs de la prévention ainsi que membres de la société civile. Objectif, analyser les prévisions climatiques pour la période octobre à décembre 2025 afin d'anticiper l'impact potentiel sur les secteurs clés du pays. Cet atelier s'inscrit pleinement dans les efforts déployés au niveau national pour mieux intégrer les données climatiques dans la planification sectorielle à travers une approche participative et interinstitutionnelle. Suivant à présent l'intervention du coordinateur national du projet DRESS-EA, Mokhtar Mahmoud. Les sécheresses récurrentes qui sévissent dans la Corne d'Afrique ces dernières décennies ont eu un impact majeur sur les ressources en eau et en pâturage disponibles. Les communautés en milieu rural, dont parmi les plus pauvres sont directement atteintes par les effets néfastes de la sécheresse et leurs moyens de subsistance se réduisent à des maigres moyens de survie. Ces populations souffrent des manques d'eau en quantité et en qualité suffisante, dû à la rareté de la pluie, engendrant une diminution, voire même assèchement de certaines nappes. Également, la rareté des pâturages incite les nomades de parcourir de longues distances avec leurs cheptels afin de parvenir à un parcours pastoral plus verdâtre pour atténuer la perte totale de leurs cheptels. Les prévisions des modèles climatiques du dernier CACOP 71, qui s'est tenu le 25 au 26 août 2025 à Nairobi, indiquent que la Corne de l'Afrique connaîtra des températures et une variabilité des précipitations et des événements extrêmes. En conséquence, Djibouti devrait recevoir des précipitations insuffisantes jusqu'à la fin de la saison. Le projet DRESS-EA arrive à point nommé pour fléchir l'impact de la sécheresse à travers la mise en place des systèmes d'alerte précoce à la sécheresse, combinés à des actions d'adaptation à la sécheresse et au changement climatique, telles que la mise en place des infrastructures innovantes. L'objectif général de cet atelier consiste de renforcer les capacités des parties prenantes au niveau national sur la prévision et la gestion des risques climatiques de la prochaine saison. Les objectifs spécifiques sont d'une part la sensibilisation des parties sur le rôle et l'importance des services climatiques, de réfléchir sur la performance et les impacts de la saison juin, juillet, août et septembre 2025, de présenter les perspectives climatiques régionales consolidées pour la saison prochaine, octobre, novembre, décembre. À l'issue de cet atelier, les participants seront en mesure d'appréhender les prévisions de la prochaine saison et par conséquent, les actions anticipatoires de lutte contre la sécheresse devront être programmées par les départements ci présents. À cet effet, je suis convaincu que cet atelier permettra d'accroître la résilience à la sécheresse des petits exploitants agricoles et pasteurs face aux risques liés au changement climatique. Avant de terminer mon intervention, permettez-moi donc de remercier tous les participants de votre disponibilité et de votre aimable attention et ouvre officiellement l'atelier sur les perspectives climatiques de la saison octobre jusqu'à décembre 2025. Je vous remercie.
Suivant à présent l'intervention du directeur général de l'Agence nationale de la météorologie. Prévision saisonnière pour la période octobre, novembre, décembre 2025 annonce une forte variabilité des pluies dans la région de la Grande Corne d'Afrique. La période d'octobre à décembre constitue une saison pluvieuse importante, plus particulièrement dans les parties équatoriales de la Corne d'Afrique, et constitue de 70% du total annuel des précipitations. En revanche, le reste de la grande partie de la Grande Corne d'Afrique, y compris Djibouti, devrait faire face à des conditions plus sèches que la normale, c'est-à-dire en dessous de la normale, déficitaire, avec un risque accru de stress hydrique, de sécheresse localisée et de pression sur le moyen de substance. À Djibouti, cette tendance de la sécheresse est particulièrement préoccupante dans le contexte déjà marqué par une forte vulnérabilité climatique. La rareté des pluies pourrait aggraver la pression sur les ressources hydriques, les zones pastorales et les communautés rurales. Actualité régionale à présent, le ministre a salué le succès de la première phase du projet GCL qui veut renforcer sa présence dans le pétrole et le gaz, rappelant que le gouvernement suit de près sa mise en œuvre grâce à un comité national dédié. Le ministre a assuré que le même niveau de soutien sera apporté à la deuxième phase. De son côté, le président du groupe GCL a exprimé sa gratitude aux autorités éthiopiennes pour leur appui. Il a indiqué que sa visite vise à explorer les prochaines étapes d'investissement, notamment sur la question de la convertibilité monétaire. En conclusion, le ministre éthiopien des Finances a remercié le groupe GCL pour ses engagements et réaffirmé sa volonté d'accompagner l'expansion de ses projets dans le pays. Et enfin, c'était dans les titres de cette édition, un séisme puissant de magnitude de 6,9 sur l'échelle de Richter a frappé mardi soir au large des côtes de la ville de Bogo, le centre des Philippines. Le séisme a fait au moins 72 morts et 294 blessés. Il s'agit du bilan le plus élevé dans le pays depuis le séisme de Bohol en 2013 qui avait fait 222 morts. Et il convient de noter que le séisme s'est produit dans la ceinture de feu du Pacifique, une zone très active sismiquement, rendant les Philippines vulnérables à ce type de catastrophe naturelle. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur Télé Djibouti.